Maintenant, venons-en à analyser le monde aquatique et sa mythologie. Succinctement, disons que la zone du delta fut toujours très difficile d'accès et que le pouvoir central a toujours eu beaucoup de mal à exercer sa tutelle sur cet univers sauvage et très compartimenté. D'ailleurs, durant les périodes de troubles, le delta a souvent retrouvé son indépendance. Et signalons que le droit de pêche a toujours échappé aux pharaons. Ainsi, la mythologie du monde lacustre montre bien que ces animaux totems restent très localisés et ils entrent tardivement dans la grande famille divine de la royauté. Et donnons quelques exemples comme Sobek, le dieu crocodile, qui resta très populaire dans le delta comme le dieu de l'eau. Signalons également Taouret, la déesse hippopotame, qui préside à l'accouchement des femmes et qui est manifestement un clin d'œil à la grossesse féminine. Notons aussi Aeket, la déesse grenouille, qui préside à la fécondité au vu des nombreux têtards. Et bien sûr, il existe des déesses poissons comme Atmeit, représentée avec un poisson sur la tête. Maintenant, passons en revue d'autres dieux qui sont importés et dont l'origine est asiatique. Ainsi, le dieu Ptah est décrit comme le patron des artisans, des architectes et des orfèvres. Notons d'ailleurs que les francs-maçons en ont fait leur fondateur. Il présente une tête d'homme et il est généralement symbolisé par un casque bleu et par un sceptre complexe. Parfois, il est aussi représenté sous forme d'un nain difforme et il serait le déclencheur des tremblements de terre. Avec tous ces détails, on peut maintenant comprendre que ce dieu serait à l'origine un artisan mésopotamien qui venait dans le Sinaï pour chercher du cuivre et qui aurait ainsi introduit la métallurgie en Égypte. Artisan ingénieur venant de Mésopotamie, il devait donc être mutilé. Comme les travaux de métallurgie produisent des étincelles et des bavures, il devait être protégé par un casque. Et comme les sels de cuivre ont donné la teinte bleue en Égypte, ce fut la couleur du casque. De plus, comme le travail de forgeron nécessite de frapper lourdement les métaux, il fut alors associé au tremblement de terre. Notons encore le dieu Mine à tête humaine, dieu de la fertilité. Il tient son phallus d'une main en érection et le flagellum de l'autre. Père du soleil et protecteur des nomades, il est bien le pendant égyptien du dieu Sin. Autre personnage à tête humaine et donc asiatique, Seshat, la déesse de l'écriture. Elle présente de nombreux traits matriarcaux, comme le fait d'être couvert d'une peau de panthère et d'être comptable des réserves, et aussi d'avoir une étoile comme symbole, telle Ishtar, et d'être associée à l'arbre sacré Isheg. Elle est mariée avec Thoth, le dieu à tête d'ibis, qui lui aussi est le dieu de l'écriture et de la sagesse. Par contre, elle reste distante de la grande famille osirienne. Tout ceci montre qu'elle serait une prêtresse arrivée plus tard en Égypte. Et comme elle est connectée avec la lune et le chiffre 7, soit les 7 branches de son étoile agrégées au croissant de lune, ceci montre l'influence patriarcale des nomades éleveurs. C'est donc bien une asiatique
qui est arrivé avec des tribus pastorales et qui a intégré leur culture. Et dans le même genre de divinité importée, nous avons le dieu Khnum à tête de bélier. C'est le dieu de l'eau et des cataractes du Nil, et il contrôle la crue du fleuve. De plus, c'est le dieu qui a apporté la poterie à l'Égypte, et lui qui a façonné les premiers hommes avec de l'argile. C'est visiblement la copie du dieu mésopotamien Enki, et la forme des cornes de Khnum dessine les mêmes jets d'eau sortant du dieu Enki. Comme la tête de Khnum est zoomorphe au lieu d'être humaine, on en conclut que les potiers mésopotamiens sont arrivés en même temps avec les troupeaux d'ovins, encore inconnus en Égypte, et qu'ils ont été associés. Et cela d'autant que Enki est parfois représenté en Capricorne. Maintenant que nous avons vu quelques exemples d'importation, venons-en à la créativité purement égyptienne, soit la domestication du chat. En effet, ce petit félin a la propriété de capturer les rongeurs et donc de protéger les réserves de céréales. Mais comme il est nettement moins dangereux que les reptiles, le chat va alors progressivement remplacer les ophidiens. Ainsi, une nouvelle divinité à tête de chat apparaît, soit la déesse Bastet, qui va devenir la protectrice du foyer. Et la réussite fut telle que le chat devint sacralisé au point d'être momifié comme un membre de la famille. Et Bastet prit alors la place de la déesse lionne Sekhmet. D'un autre côté, le serpent fut déclassé et il devint un dieu néfaste nommé Apophis, qui prit alors une dimension démoniaque énorme. Et ce fut Bastet qui combattit ce monstre et le découpa avec un couteau ou une épée. Ce qui indique que l'intronisation de Bastet fut contemporaine de l'arrivée du bronze. Après cette revue des origines des dieux principaux, finalisons ce chapitre en montrant l'évolution de l'élite égyptienne des premières dynasties. Et commençons par revenir à la civilisation du delta. Civilisation aquatique, les tribus utilisaient toutes les ressources comme le papyrus pour faire des barques ou des paniers pour le transport et la conservation des produits de consommation. Ils se nourrissaient alors de poissons et des oiseaux aquatiques. Quant aux compléments glucidiques, il était apporté par les racines comestibles de roseaux et de papyrus, ainsi que par les pousses fraîches de fougères. Et à cette époque, le symbole d'abondance et de richesse était donc représenté par un panier posé sur la tête, panier rempli de poissons et de pousses de fougères. Ce qui va nous amener progressivement aux déchérettes, soit la couronne de Basse-Égypte. Côté Haute-Égypte, nous avons vu que l'œuf d'autruche était à l'origine de la couronne blanche, appelée Edjet. Ainsi, la couronne pharaonique dite Pshent représente cette volonté de symbiose de l'ensemble du pays. Mais celle-ci représente la touche finale d'une première unification faite en Haute-Égypte entre le monde matriarcal agricole et les tribus patriarcales d'éleveurs. On retrouve en effet les deux animaux totems protecteurs, comme le cobra matriarcal et le vautour pastoral, sur la partie frontale du pharaon.
De même, on retrouve les instruments de travail typiques, comme le fléau des agriculteurs et la canne-crosse des éleveurs, pour symboliser le pouvoir du roi dans sa présentation au public. Et en résumé, ce qu'il y a de spécifique dans la mythologie égyptienne, c'est surtout son côté de mélange pondéré entre les civilisations. Et au contraire des cités sumériennes, où les reines étaient jalouses de leur pouvoir, au point que les cités concurrentes se détruisaient entre elles comme des fourmilières, ici en Égypte, le pacte d'origine a conduit à un modus vivendi pacifique. On comprend alors que l'arrivée d'un groupe d'agriculteurs matriarcaux dans un univers d'éleveurs patriarcaux correspond véritablement à une greffe sociétale avec partage du pouvoir. L'élite dirigeante a alors formé un couple associé où le roi commande l'armée mais n'était plus exécuté, tandis que la filiation royale restait matrilinéaire. Et pour être officialisé, le nouveau pharaon devait alors faire un pèlerinage sur la tombe d'Osiris à Abydos et épouser une fille de Pharaon. Les dieux égyptiens ont alors formé une grande famille consensuelle et, chaque année, la famille royale parcourait le Nil pour aller d'étape en étape célébrer les dieux locaux dans chacune des cités du fleuve. Et cette longue tradition de rituels permit de créer un sentiment national extrêmement fort et puissant, ce qui permit de repousser régulièrement les invasions étrangères et de faire renaître l'Égypte à chaque fois, tel un phénix nilotique. Mais comme chacun sait, le diable se cache dans les détails. Et c'est ce qui s'est produit en Égypte au niveau des dynasties de pharaons. En fait, afin de respecter les règles de partage du pouvoir entre les systèmes matriarcaux et patriarcaux, les rois se devaient d'épouser leurs sœurs ou leurs demi-sœurs. Et par conséquent, même si l'élite royale était considérée comme sacrée, les problèmes de consanguinité furent en vérité la grande plaie d'Égypte. Ce qui explique le nombre important de dynasties. Get home!